Bonjour tout le monde, vous avez été nombreux à faire vos propositions de biographie de l'inspecteur Vermillon, et je vous en remercie. J'ai tenté de rassembler au maximum vos propositions pour ainsi obtenir une biographie cohérente. À partir de maintenant, l'inspecteur Vermillon vous appartient, puisque son histoire est la vôtre. J'ai été littéralement subjugué par votre créativité, et j'espère qu'il en sera de même pour vous à la fin de cette vidéo. Alors, mettez-vous à l'aise et laissez-vous emporter par le récit qui va suivre. Voici l'incroyable, l'unique et la trépidante vie de l'inspecteur Vermillon. L'inspecteur Vermillon n'est pas une seule personne, c'est un pseudonyme, un titre qu'on se transmet depuis Adriane Vermillon, né en 1849. Une sorte de feuilleton policier multigénérationnel. Sa vie personnelle. L'inspecteur Vermillon actuel, le dernier de la lignée à ce jour, de son vrai nom Antoine Chalençon, est sexagénaire. Marié à Angèle, d'une seconde union. Ils ont ensemble 2 enfants et ont 2 petits-enfants. Ils vivent à Paris, dans un bel immeuble haussmannien. Son épouse est numismate éméritée. Elle est connue dans le milieu sous le nom de Dame Semeuse. Leurs 2 enfants ont toujours suivi de très loin la manie de leurs parents à tout collectionner. Sa vie familiale a-t-elle été compliquée à cause de sa passion, ou sa passion s'est-elle plutôt développée parce que sa vie familiale était compliquée? Je n'ai pas la réponse à cette question. Antoine est né au sein d'une famille bourgeoise du Périgord. Son père était dans le négoce de vin. Sous une apparence rigoureuse au premier abord, indispensable façade pour mener ses enquêtes incognito, l'inspecteur Vermillon cache en fait, si on creuse un peu, un sacré bout en train. Féru de timbres et autres sujets philatéliques, il voue tout son temps libre à examiner les timbres de sa collection et cherche également à retracer la vie de personnages qui ont marqué l'histoire de la philatélie. Il se jette goulûment sur toutes les possibilités de découvrir des faux, expliquer des raretés comme les têtes bêches, variétés d'impressions et autres sujets. Il s'intéresse principalement aux émissions françaises depuis l'origine. Il a également plaisir à partager ses informations, recherches, anecdotes avec ses amis philatélistes, notamment à travers ses vidéos sur YouTube. Il est devenu patiemment et progressivement une véritable encyclopédie de la philatélie. Nostalgique de l'époque où l'on s'appliquait à calligraphier les adresses sur de magnifiques enveloppes, transmises par des postiers qui mettaient un point d'honneur à délivrer à son destinataire le pli qui leur avait été confié. Sa collection personnelle, tenue secrète, est réputée parmi les initiés comme l'une des plus érudites d'Europe. Elle ne se distingue pas par sa valeur financière, mais par la précision de son classement et la richesse des annotations. Chaque timbre y est relié à une histoire, une époque, un événement, parfois même une enquête. Il fait preuve d'une très grande patience et minutie. Cela ne l'empêche pas de râler bruyamment sur son chat Elliot dès lors que celui-ci vient traîner de trop près sur ses trouvailles. Certes, il n'aura pas connu les balbutiements de la philatélie, mais il est partie prenante dans l'apogée de notre collection. Un sacré bonhomme. Son entrée dans la police. Antoine n'a jamais vraiment choisi la police. À vrai dire, il a choisi les timbres, et ce sont eux qui l'ont conduit au crime. Né en 1964, dans une petite ville industrielle du Périgord, au sein d'une famille discrète, il découvre à l'âge de 8 ans une boîte en fer cabossée dans le grenier de son grand-père. À l'intérieur, quelques dizaines de timbres anciens, soigneusement rangés dans des pochettes jaunies. Parmi eux, un Cérès 20 centimes noir de 1849, légèrement abîmé mais authentique. Ce jour-là, Antoine comprend que ces petits morceaux de papier sont bien plus que des objets. Ce sont des fragments d'histoire, des témoins silencieux de guerre, de révolution, de voyage et de secrets. Adolescent solitaire mais observateur, il se met à collectionner, classer, comparer. Il apprend à reconnaître les filigranes,
à distinguer les tirages, à déceler les contrefaçons. Cette rigueur, presque obsessionnelle, attire l'attention de ses professeurs. L'un d'eux lui dit un jour « Tu regardes les détails comme un enquêteur ». L'idée fait son chemin. Après des études en droit et en histoire, il intègre la police judiciaire. Rapidement, ses collègues remarquent son étrange habitude. Il examine les scènes de crime comme s'il s'agissait d'enveloppes anciennes. Rien ne lui échappe. Une trace de colle, une pliure, un morceau de papier, autant d'indices que d'autres jugent insignifiants. Rapidement, il tape dans l'œil de l'inspecteur Morisson, un inspecteur connu et reconnu qui lui demande de l'accompagner comme assistant sur certaines affaires. Antoine accepte et lors des premières enquêtes de ce binôme, il lui transmet les rudiments, tel un mentor. Ce sont des objets philatéliques qui leur permettent d'éclaircir certains mystères. Pince, loupe, odontomètre. C'est lors d'une affaire de trafic international que l'inspecteur Morisson est gravement blessé. Il comprend alors que c'est le moment, pour lui, de révéler son identité et son titre d'inspecteur Vermillon, qu'il avait tenu à garder secret, et de passer le flambeau à ce jeune Adrien. Surpris, flatté, Adrien mit un point d'honneur à résoudre l'affaire. Un réseau sophistiqué utilise des timbres rares pour blanchir de l'argent, dissimuler des messages et faire transiter des documents confidentiels. Antoine comprend immédiatement les codes. Il reconnaît les surcharges falsifiées, identifie les provenances, reconstruit les itinéraires postaux oubliés. Grâce à lui, le réseau est démantelé. Dès lors, il devient l'inspecteur des timbres et confirme son statut d'inspecteur Vermillon. Mais pour Antoine, la philatélie dépasse largement le cadre criminel. Il consacre ses nuits à étudier l'évolution des timbres depuis le Penny Black de 1840 jusqu'à la fin des émissions de timbres classiques. Il s'intéresse autant à leur iconographie qu'à leur usage. Pourquoi tel pays a choisi tel symbole? Comment les timbres ont-ils servi à la propagande, à la diplomatie ou même à la résistance clandestine? On raconte que Vermillon peut dater une lettre sans cacher, simplement en observant la texture du papier et la qualité des encres. D'autres affirment qu'il a déjà résolu une affaire uniquement grâce à une erreur d'impression sur une série coloniale. Lui, pourtant, reste modeste. « Les timbres ne mentent pas », dit-il souvent. Ils racontent ce que les hommes essaient d'oublier. Aujourd'hui encore, entre deux enquêtes, l'inspecteur Vermillon continue sa quête. Découvrir tout ce qui reste à comprendre sur ces minuscules témoins du monde. Car pour lui, chaque timbre est une énigme, et chaque énigme mérite d'être résolue. Il peut paraître un peu vieux jeu, costume et loupe toujours en poche, mais dans l'ombre, c'est l'Indiana Jones des timbres-poste. Des débuts fracassants, l'affaire du Cérès inversé. Sa carrière bascule en 1988, alors simple jeune inspecteur à la brigade financière, il est envoyé pour perquisitionner le coffre-fort d'un puissant parrain de la mafia marseillaise. Au milieu des lingots et des liasses de billets, Vermillon repère une vieille enveloppe froissée datant de 1850. Dessus, un timbre de la déesse Cérès, mais imprimé à l'envers. Une erreur d'impression mythique, estimée à l'époque à plusieurs centaines de milliers de francs. Ignorant superbement les bijoux, il saisit l'enveloppe avec une pince de philatéliste tirée de sa veste. Le parrain tente de l'acheter en lui offrant une villa sur la Côte d'Azur. Réponse de Vermillon: « Monsieur, le crime paie mal, mais une dentelure ou des filets parfaits, ça n'a pas de prix. » Comprenant que Vermillon possède un flair unique, le ministère de l'Intérieur crée pour lui une unité ultra secrète afin de traquer des correspondances du XIXe siècle, la Brigade de répression des fraudes philatéliques, BRFP. Il a notamment résolu l'affaire du ballon monté de 1870. Il prouve la culpabilité d'un ministre véreux en retrouvant une lettre historique transportée par ballon durant le siège de Paris, cachée dans la doublure d'un tableau du Louvre. Le vol du Bordeaux. Il infiltre une société secrète de milliardaires à Genève pour récupérer l'un des rares blocs de 4
du 20 centimes bleu de Bordeaux. Il s'est échappé en sautant d'un hélicoptère, le timbre héliporté dans sa bouche, protégé par une pochette étanche. Ses 3 plus grands trésors, sa collection secrète. Sous sa maison de banlieue parisienne se cache un bunker hautement sécurisé, à température et hygrométrie parfaite, où dorment les plus belles pièces de la philatélie française. Le vermillon sur lettres de 1849. Retrouvé dans le grenier d'une vieille comtesse qui s'apprêtait à brûler ses archives d'amour, Vermillon a plongé dans la cheminée pour sauver la lettre. La semeuse à fond bleu, 1903. Un essai d'imprimerie unique de 1903 censé avoir été détruit. Gagné lors d'une partie de poker clandestine à Macao contre un faussaire international. Vermillon avait misé sa propre montre de dotation de la police. La lettre de l'île de la Réunion, 1852. Lettre affranchie avec les premiers timbres coloniaux. Découverte au fond d'une épave de navire lors d'une plongée sous-marine non autorisée par sa hiérarchie, au large de Madagascar. Sa retraite. Aujourd'hui, l'inspecteur Vermillon a pris sa retraite de la police, mais pas de sa passion. On raconte qu'il voyage incognito sous de fausses identités, souvent le nom de directeur des postes du XIXe siècle, à travers le monde. Son ultime enquête, une rumeur tenace selon laquelle Napoléon III aurait écrit une lettre d'amour secrète, affranchie avec un timbre unique fabriqué spécialement pour lui, jamais répertorié. Vermillon est sur la piste, et si vous le croisez un jour dans une brocante, ne vous fiez pas à son air distrait. Si vos mains sentent le vieux papier, il sait déjà ce que vous cachez dans vos poches. Une question persiste. À qui transmettra-t-il le titre d'inspecteur Vermillon? Vous, peut-être.